Que diriez-vous d'aller à la rencontre des Brugmaniens ? À chaque épisode, un sujet, un témoignage, un regard d'expert ou d'experte. Bienvenue sur Brugman On Air, la chaîne de podcast du CHU Brugman. Il y a 10 ans, le 22 mars 2016, un commando terroriste djihadiste frappait Bruxelles en perpétrant une série d'attentats suicides. Peu avant 8 heures, 2 explosions secouent l'aéroport de Zaventem. Environ 1 heure plus tard, une 3e bombe éclate dans le métro bruxellois, à la station Malbeek. Dans les heures qui suivent, État islamique revendique les attaques par communiqué. Le bilan est lourd, 32 personnes tuées et 340 blessées. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier jamais commis sur le sol belge. Au moment des faits, le docteur Olivier Vermeulen était directeur des secours médicaux à la station de métro Malbeek et médecin responsable des urgences du CHU Brugman. Serge Liesen, quant à lui, était infirmier-chef des urgences du site Paul Brien et adjoint du docteur Vermeulen sur place. Aujourd'hui, ils reviennent ensemble sur cet événement qui a marqué leur vie. D'abord, comment on apprend les choses ? Moi, personnellement, je ne les ai pas apprises tout de suite. Donc, je suis dans ma voiture, j'écoute comme d'habitude la première. Et là, on a une première intervention de radio qui nous dit qu'il y a 1, puis 2 explosions à Zaventem, sans aucune autre précision. Ça ne fait pas tilt à ce moment-là, parce que voilà, ces 2 explosions, il n'y a pas plus d'explications, on reste au courant, mais ça veut dire qu'effectivement, nos hôpitaux et l'hôpital Brugman doivent se préparer éventuellement à accueillir des patients issus de l'aéroport. Mais à ce moment-là, il n'y a personne qui pense à un attentat, en tout cas à Zaventem. Pour ma part, je me souviens, je suis dans ma salle de bain. L'information des 2 explosions à Zaventem avait déjà fait leur chemin, parce que moi je suis de garde. J'ai le rôle de régulateur dans les catastrophes ce jour-là. Et donc on me dit, écoute, ça a explosé à Zaventem, on n'est pas à l'abri d'une seconde explosion sur Bruxelles, reviens. Et donc je suis chez moi avec un véhicule SMUR, de garde pour les catastrophes pour Bruxelles, et à ce moment-là, donc je prends la route. Le départ vers le site de Malbeek a été particulier parce que donc on est toujours aux explosions de Zaventem. Et donc là, on prépare l'hôpital en se disant effectivement, il y a une explosion, on sait qu'il y a des victimes. On se pose la question attentat, pas attentat, mais finalement pour nous, ce n'est pas très important. Le but, c'est de pouvoir accueillir dans les meilleures conditions les victimes. Et on commence à organiser l'hôpital pour accueillir ces éventuelles victimes qui peuvent être nombreuses. Et puis, vers 9h, 8h57, je pense, on a cette information d'une explosion à la station de métro Malbeek. Là, effectivement, ça ne fait plus aucun doute. On se dit, on est dans le cadre d'attentats. Par contre, ce qui est un peu particulier sur le site de Schaerbeek, c'est que très rapidement, avec le déclenchement du plan catastrophe sur Bruxelles et le dédoublement des SMUR, puisqu'il y avait une mesure qui avait été mise en place à l'époque pour faire face justement à ce type d'attentat, c'est de pouvoir dédoubler les SMUR, pour pouvoir répondre à la fois à ces attentats, mais également à répondre aux appels de la population qui, inévitablement, sont toujours malades ou peuvent faire des problèmes à ce moment-là. Et donc, très rapidement, en fait, sur le site de Schaerbeek, on va perdre la moitié de l'équipe. On a 3 médecins qui vont quitter les urgences sur un effectif de 5. Un homme médecin qui part avec le premier SMUR vers Zaventem. Le deuxième qui part vers Malbeek. Et l'équipe de Diamètre, Serge et moi, qui prenons le chemin également de Malbeek. Ça fait quand même 3 médecins sur 5 en moins. Heureusement, il y a des ressources dans l'hôpital, ça peut être comblé. Et en termes d'infirmiers, c'est la même chose. C'est 50% de l'équipe d'infirmiers qui, en quelques minutes, quittent les urgences. Donc tout ça a nécessité une réorganisation. Tout s'est bien passé, puisqu'il y a des plans, ce qu'on appelle le plan, à l'époque, le plan MASH, mise en arrière des services hospitaliers. Le plan MASH a très très bien fonctionné. La coordination au sein de la direction et les équipes, il y a une solidarité immense pour pouvoir justement combler finalement ce manque d'effectifs. Et puis effectivement, Serge et moi, nous partons sur Malbeek. Pour ma part, quand la seconde explosion a lieu, je suis en uniforme
Et donc, je m'étais préparé à partir le au cas où, mais le au cas où donc aura lieu. Olivier et moi, on part, vers Malbec et dans un premier temps, même toute sirène hurlante, on nous demande de nous poster quelque part, mais on est à 500 mètres du lieu d'explosion parce qu'ils avaient peur du surattentat. Comme on ne savait pas ce qui allait se passer et donc pendant une, 2, 3 fois, ça m'a semblé interminable, on nous a fait attendre à un endroit qui n'était pas le lieu de l'attentat, qui n'était pas la station Malbec. Et puis sans réponse, de notre propre initiative, on a dit: «On y va, c'est pas ici que ça se passe» et donc quand on arrive, il y a déjà des gens, des blessés qui sont sortis de la bouche de métro par, la sortie d'en haut. En fait, Malbec a cette, particularité d'être une station à 2 étages. C'est très compliqué d'ailleurs. Il y a une sortie en haut à la, rue de la Loi et une sortie en bas, chaussée d'Etterbeek. Et nous, on arrive par en haut et il y a de la fumée qui sort de la bouche de métro, déjà des blessés, 1 ou 2 par terre et d'autres qui errent là autour de cette entrée. Et notre rôle là, c'est nous, on va devoir organiser où va se passer le poste médical avancé. Tout d'abord, moi je vais à gauche de la bouche de métro et il y a l'entrée je crois que c'est le parti CDNV qui a ces bureaux là et je rentre là-dedans et j'ai: «Ah c'est trop petit, donc ça on va pas pouvoir faire un poste médical, ici». Et en ressortant de là, je suis interpellé par un pompier qui était là avant nous, qui me dit: «J'ai trouvé il y a un hôtel là, ça peut servir». Et je cours vite vers l'hôtel et là effectivement, on a une centaine de mètres carrés, disponibles, que l'hôtel est d'accord de mettre à notre disposition et qui est justement en 3 zones. Et mon rôle, moi, sur place, c'est de trier ceux qui vont arriver de la bouche de métro par en haut et en les classant par, leur gravité. Mais cette solidarité qu'on a eue entre les différents intervenants, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Que ce soit la police, que ce soit les pompiers, que ce soit les équipes médicales, les équipes de la Croix-Rouge, l'équipe de l'hôtel Thon, plus d'autres passants qui sont venus également aider et qu'on a pu écarter et remettre sur le côté. Mais vraiment, il y a une solidarité pour toutes ces victimes. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très marquant. Alors, effectivement, ben, on a dû coordonner tout ça avec des renforts qui sont venus progressivement, hein. Donc, au départ, il y avait 3 équipes médicales, puis ça a été renforcé par une 4e équipe médicale. Finalement, tout a été coordonné en moins de 2 heures de temps, malgré quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est un chaos total. C'est un chaos total, notamment en termes de communication. Donc les communications, tout ce qui était radio, vous oubliez, hein. Le 112, c'était compliqué. La communication entre nous, c'était compliqué. Et les communications GSM, je ne sais pas si vous vous souvenez, bah, c'était du no way. Et c'était du no way quasiment toute la journée jusqu'en fin d'après-midi. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, très simplement, on a repris les anciennes habitudes, c'est-à-dire un téléphone filaire pour communiquer. Et donc ça marchait merveilleusement bien. Donc on avait une communication avec un des centralistes en 12, on lui a dit: «Tu ne coupes pas», hein, et on est resté en ligne tout le temps, hein, qu'on se dise quelque chose ou pas. Et même chose dans l'autre PMA du bas qui ont eu les blessés les plus graves. Il y avait aussi une communication directe avec, la centrale 112 et différents hôpitaux. Par rapport aux radios, moi la mienne, elle en fait, elle a fonctionné. Ça, c'est un de mes souvenirs encore très, très marquants. En fait, j'utilisais ma radio et j'avais ce silence sur les ondes. C'est comme si les gens laissaient l'onde pour moi. Et donc j'arrivais à communiquer à nos collègues, Stéphane et Philippe qui étaient, heureusement des Bruckmanniens à la centrale. Je les connaissais, hein, je travaillais avec eux depuis à ce moment-là des 15-20 ans, donc on se connaît super bien et ça a aidé les interactions. Mais comme dans mon rôle, par définition, tel qu'on nous l'a appris, moi je dois envoyer les gens en première vague, vers les hôpitaux. Oui, mais le problème c'est que Zaventem fait la même chose. Zaventem envoie des patients vers les mêmes hôpitaux que moi. Je ne peux donc pas respecter. Si je fais ça moi-même de mon côté, je ne sais pas respecter ces premières vagues que les hôpitaux savent accepter. Et donc l'idée me vient de passer par la centrale pour qu'eux fassent le tri et me disent où je les envoie. Parce que moi, je ne sais pas combien il y en a de l'autre côté. Je ne sais même pas combien il y en a de l'autre côté de Malbec, sur l'autre PMA. Moi, ce qui m'a vraiment fort marqué au tout début de notre arrivée sur place, c'est que le, ce déséquilibre de ressources. Quand on arrive, je suis censé avoir sur papier 3 SMUR et 5 ambulances.
mais je les ai pas. Où est-ce qu'elles sont? J'ai un SMUR qui arrive après nous. Et donc, ce déséquilibre de ressources me marque vraiment très fort. Je suis même pris de ce qu'on appelle dans le jargon la perte de compétences, hein, puisque le téléphone, le GSM de service, j'essaye de l'allumer en faisant le code PIN. Impossible de former des numéros. Donc je dis ok, je l'ai remis dans ma poche. De toute façon, j'apprendrai plus tard que les ondes GSM ne passaient plus. Et là, ma radio va me sauver. Mais cet équilibre de ressources humaines va arriver progressivement, surtout avec l'arrivée de la Croix-Rouge, parce que ça m'a marqué. Je ne peux pas faire le tri qui m'est demandé avec le choix de tiens, celui-là ira dans telle zone, et les soigner. Je ne peux pas. Et donc, je suis content de voir arriver les premiers médecins et colonnes de Croix-Rouge. Et il y aura aussi des badauds qui vont venir nous aider, une médecin traitant qui se présente comme tel. Et comme il me manquait des soignants du côté des moins graves, si je peux m'exprimer ainsi, j'enverrai cette médecin du côté de ces patients-là. Et un infirmier qui plus tard sera un de nos collègues aux urgences d'ailleurs, qui était dans une rame avant celle qui explosera, et qui est revenu à pied et qui a dit on sera bientôt collègues, mais je viens t'aider. Et effectivement, je l'ai reconnu. Mais ce déséquilibre des ressources m'a marqué quand même. Ce qu'on peut rencontrer en cas d'explosion, hein, ce sont des patients qui sont traumatisés, qui ont des plaies ouvertes, qui ont vraiment... Je ne vais pas les décrire parce que je pense que ça n'a pas d'intérêt. Vous regardez un film de guerre, ben, vous voyez les types de lésions qu'on peut avoir. Je pense qu'il ne faut pas aller très loin. Alors, des brûlures également, puisque les explosions, c'est chaud et ça brûle. Ce qu'on appelle des blastés, c'est-à-dire des lésions à cause du souffle de l'explosion. Et puis alors, une majorité de patients qui sont psychologiquement atteints. Ça aussi, il ne faut pas les sous-estimer parce que ça fait de gros dégâts. Ce qu'on a vécu à Malbec était une situation que les Français ont vécu à Paris avec les attentats du Bataclan, qui était en fait un multisite. Et ça, le multisite, on n'y était pas vraiment préparé. On commençait seulement, sur base des attentats de Paris, à se dire si ça arrive à Bruxelles, comment est-ce qu'on va réagir. Et en fait, c'est arrivé avant que les plans belges sur le multisite n'arrivent. Et donc, on a dû vraiment faire un peu d'improvisation. Bon, Serge et moi, l'avantage, c'est qu'on était à l'époque bien dans tout ce qui était médecine de cata et autres, et donc on en avait déjà entendu parler, et que ça nous a aidés aussi. Et on s'est retrouvé finalement dans une situation avec un attentat et 2 sites à gérer. Donc voilà. Et alors aussi, effectivement, moi, ce n'est pas tellement le manque de ressources qui m'a mis mal à l'aise, hein. C'est surtout avant, c'est-à-dire le moment du départ. Au moment du départ, il y a ce que Serge appelle la perte de compétences. C'est que je me suis retrouvé dans mon bureau et je me suis mis à tourner dans mon bureau. Ça a duré peut-être 1 minute ou 2 minutes, pas tellement plus. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comment est-ce que je m'habille? Est-ce que je mets ma tenue SMUR? Je ne mets pas ma tenue SMUR. Une fois que j'avais décidé, où sont mes cigarettes? Je cherche. Ouais, mais mes cigarettes, ça faisait 8 mois que je fumais plus. Bon, après, j'ai acheté un paquet de cigarettes. Ceci dit, maintenant, je ne fume plus, mais bon. Non, mais voilà, ce sont vraiment ce qu'on appelle des pertes de compétences. Et ça m'a mis 1 ou 2 minutes avant de me remettre dedans. Une fois que moi, je suis arrivé sur place, par rapport aux ressources, je savais qu'elles allaient arriver. C'était quelque chose, voilà. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour tout mettre en place pour vraiment sauver le plus de monde possible? Avec un gros avantage dont on n'a pas parlé, c'est que les équipes médicales et nursing qui étaient sur place, pour 80%, se connaissaient. Elles étaient toutes passées par le même hôpital et tous ces gens se côtoyaient de manière fréquente. Ça veut dire qu'il y avait une relation de confiance qui était déjà établie là-dedans. Et ça a joué un rôle énorme dans, je vais dire, le déroulement relativement positif pour toutes ces victimes. En fait, tous les hôpitaux qui disposent d'un SMUR doivent participer à ce rôle de garde qu'on appelle un rôle de garde de directeur des secours médicaux, qui est appelé en cas de catastrophe. Catastrophe qui peut être définie comme un minimum de
de 5 blessés graves ou toute gravité confondue, ou toute situation pouvant amener à un risque d'afflux massif de patients dans les hôpitaux. Et donc, effectivement, toutes les 6 semaines, nous devons assumer une semaine de garde de catastrophe. Alors, pour la petite anecdote, en fait, ce n'était pas du tout notre semaine de garde, hein. Malheureusement, à l'époque, j'étais le seul médecin qui pouvait assumer ce rôle. Et les vacances de Pâques approchant, je souhaitais partir avec mes enfants skier. Et donc, j'ai demandé avec un autre hôpital d'échanger la garde, raison pour laquelle, en fait, nous n'aurions pas dû être de garde ce jour-là. D'ailleurs, une des premières leçons que j'ai données lorsqu'on a fait les présentations, c'est que lorsqu'on est directeur des secours médicaux, ne jamais changer sa garde, sa semaine de garde, parce que c'est une erreur. On n'est jamais prêt pour une catastrophe. Jamais. Alors, la planification est importante. Les exercices sont importants. Pourquoi? Parce que ça donne une certaine rigueur, ça donne une habitude. Par contre, toute catastrophe, quelle qu'elle soit, sera différente à chaque fois. Et à chaque fois, on sera obligé de s'adapter et d'improviser. Comme Serge et moi, on a dû improviser. Quand on inverse les rôles, c'est le rôle de la direction médicale d'orienter les patients. On a pris la décision de remettre ce rôle à la centrale 112 parce que nous n'avions aucune vision, comme Serge l'a expliqué. Et donc, il y a plein de choses comme ça où on sera obligé de s'adapter. Nous deux, c'était pas notre première catastrophe, puisque avant ça, je situe ça vers 2011, on avait déjà dû évacuer une des tours Belgacom pour une attaque à l'anthrax. Voilà, poudre blanche. Alors, Hein. oui, mais ça on le sait après. Ça on le sait après, mais au moment, il faut prendre toutes les mesures nécessaires. Donc, on avait déjà travaillé ensemble. On a eu quelquefois des poudres blanches et des infections de patients comme ça. Il y a eu la gaucheraie aussi, il y a eu 2-3 plus gros crashs aussi sur lesquels nous sommes allés. L'attentat, il n'y en a pas eu beaucoup à Bruxelles. Comment se préparer? Des situations comme celle-ci, on est occupé à en parler. Donc le fait d'en parler, c'est savoir. Connaître par exemple cette perte de compétence, eh bien le fait de savoir qu'elle existe nous permet de reprendre pied beaucoup plus vite et de ne pas rester dans cette stupeur qui peut nous coincer 15 minutes si on n'y fait pas attention, hein. Donc le fait de savoir, on en sort beaucoup plus rapidement. Parce que pris par l'adrénaline, c'est ce qui nous arrive, hein, quel que soit le niveau de formation qu'on ait. Du côté infirmier, ce sont des infirmiers SMUR qui ont suivi la formation de médecine de catastrophe et qui roulent sur le SMUR depuis quelques années. Donc à partir de là, l'expérience aidant du quotidien font qu'à un moment donné, moyennant encore des briefings et tout ça, mais on les laissera seuls sur les gardes de catastrophe pour sortir avec les médecins. C'est un peu comme ça qu'on m'a lancé moi aussi. Moi je faisais ça depuis 2007. Donc quand il y a Malbec, ça fait 9 ans que je fais des gardes. En fait, le soir même, ça c'est ma famille qui me décrit comme ça. On est resté, Olivier et moi, on est resté très tard, quasiment minuit. On a appuyé à la police quand ils fouillaient les maisons près de la gare de Schaerbeek. Mais quand je suis rentré chez moi, mon épouse, mes beaux-parents me décrivent comme étant blanc, vraiment livide. Je ne parlais pas. J'étais comme vasoconstricté. Enfin, j'étais vraiment dans un état de stupeur. Enfin, je ne réagissais pas à grand-chose, en fait. J'étais là. Et moi, ce n'est qu'une semaine plus tard, quand je suis sans mon uniforme, je suis dans la vie de tous les jours, je fais mes courses et je passe devant le rayon des magazines hebdomadaires. Et là, ce sont les photos. Et je vois les premiers blessés. Enfin, il se trouve que les premiers magazines que je regarde sont ceux de Zaventem, mais je les vois avec un autre regard. Je les vois avec un individu qui n'est pas là pour... Enfin, je suis un lambda. Et je m'effondre en larmes. Il m'a fallu une semaine, ça, c'est là que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Si j'en reparle volontiers, je me remets en mode, tiens, à ce moment-là, mais dans ma vie de tous les jours, je ne vis pas avec ça. Je reprends le métro, je n'ai pas le sentiment d'avoir dévié ma vie parce que j'ai vécu ça, mais il y a parfois des petits flashs comme le moment où on attend à 500 mètres de là, pour rien. Je nous vois encore tous les deux à attendre. Là, il y a cette incompréhension de pourquoi on est là. Et ce silence à la radio, comme si elle m'était dédiée,
Ce sont des choses qui me marquent encore, oui. Une fois qu'on est sur place, moi, j'ai toutes mes barrières. Émotionnellement, c'est du travail, on devient des automates. Et puis, j'ai cette capacité, en tout cas, de pouvoir sortir très rapidement de ma carapace, mais sans montrer mes émotions. Donc, je reste relativement froid par rapport à ça et je n'ai pas envie, ce n'est pas quelque chose que je souhaite partager avec quelqu'un. Ce sont des barrières qui me permettent d'avancer également dans ce métier. Pas uniquement par rapport aux attentats, hein, qui sont un gros événement dans ma vie, et probablement un plus gros événement pour toutes les victimes, mais dans la vie de tous les jours d'urgentiste, hein, dans laquelle on est confronté aussi à des choses excessivement difficiles, et qui, pour moi, avoir ces barrières sont excessivement importantes pour continuer dans mon métier. Non. Par contre, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est le regard de toutes ces victimes. C'était un regard hagard. Pour redonner des ordres, ils auraient suivi vraiment, je veux dire, je n'aime pas, mais comme des moutons, on leur aurait dit à droite, ils auraient été à droite. C'est vraiment ce regard-là qui, moi, reste. Également, alors assez étonnamment, alors que c'était bouillant, un silence. Le silence des victimes et l'entraide des victimes. Elles étaient toutes proches l'une de l'autre. Voilà, ce sont vraiment 3 points qui, moi, me restent, qui me marquent par rapport à cette journée du 22 mars. Quand on est descendu dans le métro ou autre chose, bien sûr. Mais ça reste d'être un terme qui n'est pas juste du sensationnel. Je n'aime pas ça. Par contre, vraiment, quelque chose qui moi, m'est resté imprégné, c'est le regard des gens, ce silence et cette entraide entre les victimes. Bah, pour ma part, j'ai encore fait les urgences, reprenons encore même avant. En fait, le 22 mars, je suis chef depuis 22 jours et se construire comme chef quand on vit un événement, aussi violent pour commencer, c'est pas facile. Franchement, on n'a pas toutes les cartes en main, il faut d'abord passer, ce que moi j'ai décrit comme une espèce d'effet tunnel, j'ai pas vu passer l'année 2016 en fait, et donc il a vraiment fallu que je me retourne sur cette année en me disant: «Eh, j'ai quand même fait des choses». Bah oui, j'ai mis la mezzanine au-dessus du SMUR, j'ai fait un programme pour gérer les horaires des collaborateurs. J'ai dit: «Heureusement que j'ai fait ça parce que je me souviens pas de cette année», et en fait, au bout de 2 ans, en 2018, j'ai commencé à me dire que j'avais fait le tour de ce que pouvaient m'amener les urgences, puisqu'avec le SMUR, j'avais autant fait naître, des bébés que d'aller sur des suicides, des meurtres, des noyés, j'avais eu l'impression d'avoir fait le tour et les attentats avaient clôturé ça, et là, j'ai changé et donc j'ai pris un peu de recul et je suis depuis un coordinateur qualité. Mais il y a 2 ans et demi, j'ai quand même exprimé le souhait de revenir un petit peu, vers ce monde-là parce que c'est celui qui a fait que je suis infirmier aujourd'hui, et donc voilà, il y a depuis 2 ans, depuis janvier 2024, ouais, c'est ça. Depuis de janvier 2024, je retourne aux urgences, mais avec ma casquette d'infirmier. Je soigne, je fais des prises de sang, j'ai des électrocardiogrammes, je trie, Tu soignes. je soigne. Alors moi, j'ai été très un peu dur. En fait, ces attentats n'ont rien changé pour moi. C'est peut-être un peu dur à entendre, mais je n'ai pas changé ma façon de voir les choses. Je n'ai pas changé ma façon de soigner les patients. Je n'ai pas changé ma façon d'envisager ma carrière ou de mettre un terme. Oui, c'est un moment qui a été dur, clairement, pas facile, mais il n'y a pas eu d'impact personnel ni professionnel. Je pense vraiment à toutes les victimes de ces attentats, celles décédées, mais celles qui ont survécu, que ce soit du côté physique avec les problèmes physiques qu'on peut rencontrer ou psychologiques. Et quand je dis victimes, c'est toutes les victimes, hein, qu'elles soient les victimes du métro, de l'aéroport, mais également tous les intervenants qui ont, eux, eu des difficultés après à vivre avec tout ça et qui ont encore des difficultés. Donc, effectivement, je pense à tout ça. Et puis, j'aimerais bien aussi ajouter quand même qu'il y a une évolution finalement de nos soins de santé qui va vers une réduction des hôpitaux, du nombre de lits hospitaliers et qui est très économique. Et en 2015, déjà, on pensait à fermer certains services d'urgence qui finalement n'ont pas été fermés parce qu'il y a eu les attentats. Puis c'était revenu, puis on a eu le Covid, puis il faut chaque fois des périodes dramatiques pour se dire que on a besoin des soignants, on a besoin des médecins, on a besoin de nos structures hospitalières, on a besoin de nos lits hospitaliers. Même si on peut estimer qu'à certaines périodes de l'année, on en a un peu trop. Si on prend la période hivernale, on en a trop peu. Et en fait, on est en train de couper dans les soins de santé, et c'est un risque pour la population, et je trouve ça dommage. Voilà. Moi, ce que je rajouterais, je faisais allusion au fait que je manquais de ressources les premières minutes
où on est arrivé sur place. Après, j'ai eu une pléthore de ressources qui étaient à un point tel que finalement, j'avais les ambulanciers qui se présentaient devant moi. Et je leur ai juste dit, écoutez, je vais vous demander de vous mettre dans le même ordre que vos ambulances. Parce que je ne veux pas avoir ici à vous donner un patient qui va devoir attendre 5 ambulances qui vont démarrer. Moi, je remercie toutes ces ressources que j'ai eues, tant de la Croix-Rouge que des bénévoles, le SMUR supplémentaire qu'on nous a fourni, parce que sans eux, moi, je n'aurais été rien du tout avec ces 69 patients qui sont arrivés chez moi. Le 22 mars 2016, les attentats de Bruxelles faisaient 32 victimes décédées et plus de 300 blessés entre l'aéroport de Zaventem et la station de métro Malbeek. Un jour dont tous les Belges se souviennent et qui a profondément marqué le pays. Merci à Serge Liesen et au Dr Olivier Vermeulen de nous avoir partagé leurs souvenirs de cette journée. Et à bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Brugman on Air.